Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a pris part à la conférence des chefs d'État ce mardi 24 janvier 2017 au Niger. À son arrivée, il fait le point des sujets qui ont été abordés. C'est agi pour la conférence d'adopter, je dirais, une convention révisée, de manière à intégrer la question de la sécurité à côté des questions qui concernent le développement. C'est pour dire que nous avons pris la décision au cours de cette conférence de mettre en place une force multinationale entre le Burkina Faso, le Niger et le Mali afin d'assurer la gestion de nos frontières. Cette force devra être implémentée de façon progressive, évidemment, pour monter en puissance. Et comme vous le savez, quand nous parlons de force pour assurer la sécurité des frontières, se pose toujours la question qui est relative aux moyens financiers pour assurer la mise en œuvre de cette force. Je dois préciser d'abord que cette force multinationale qui est mise en place au niveau de l'ALG est une force qui rentre en droite ligne dans la vision qui a été toujours développée dans le cadre du G5 Sahel. Évidemment, il a été décidé que l'état-major, tout le commandement sera donc basé au Niger et rotatif. La première partie étant assurée par le Niger pour les quelques années à venir et ainsi de suite. Les différents pays passeront à tour de rôle pour assurer le commandement de cette force-là. Nous avons également décidé dans le cadre de cette convention révisée, décidé que au lieu de la direction générale de l'ALG, ça sera maintenant un secrétariat exécutif qui sera désigné et nommé par la conférence des chefs d'État. Donc, un certain nombre de mutations. Vous savez que forcément, lorsqu'on parle de cela, il faut que ça passe par l'Assemblée nationale des différents pays, que nous puissions donc par la suite mettre en œuvre donc cette nouvelle convention que nous venons d'adopter. Alors, ça c'était, je dirais, en tout cas la grande décision que nous avons eu à prendre, parce que nous considérons qu'il ne peut pas y avoir de développement si nous n'avons pas de sécurité. Et justement, il est important que autant les terroristes et autres sont combattus au nord et les trafiquants de tous bords au nord du Mali, il n'était pas bon de laisser ces forces à se déployer sur le sud du Sahel. Et c'est pour cela donc, en tout cas, l'engagement au niveau des différents pays a été suffisamment ferme et nous espérons donc que dans les prochains jours, nous pourrons aller donc vers la mise en place donc de l'ensemble de ce dispositif. L'adoption de cette convention révisée permettra une synergie d'action entre le Niger, le Mali et naturellement le Burkina Faso pour plus d'efficacité dans la lutte contre le terrorisme et le grand banditisme au niveau des différentes frontières. En outre, la conférence s'est réjouie de l'accompagnement des différents partenaires techniques et financiers dans cette lutte contre l'insécurité.
Selon des données officielles, 9,3 millions de Burkinabés défèquent au quotidien dans la nature. Pour changer cette situation, il faut que chaque lieu de vie dispose de toilettes correctes et que les habitants les utilisent convenablement. C'est ainsi que IRC, en collaboration avec la Direction générale de l'assainissement du ministère de l'eau et de l'assainissement, de WaterAid, de la Fondation Kimi et d'eau vive internationale, a lancé ce matin une campagne dénommée Faso Toilettes 2017. Pour les organisateurs, l'objectif visé à la fin de l'année 2017 est d'atteindre 100 000 toilettes construites au profit des populations au Burkina Faso. Je pense que le constat a été suffisamment développé dans les interventions au cours de cette cérémonie. Plus de la moitié de la population burkinabé, donc soit environ 10 millions de personnes, continuent de faire leurs besoins dans la nature. Ceux-ci, donc ces besoins, quand ils font leurs besoins dans la nature, justement, que c'est sans précaution, ça crée d'importantes maladies et ça dégrade également notre environnement. Ça pollue nos sols, ça pollue nos eaux que nous allons après utiliser pour la consommation. Plus de 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des malades qui souffrent de pathologies liées au manque d'hygiène et d'assainissement. Je pense que ce constat est suffisamment fort, il nous interpelle tous et c'est pour cela que nous avons voulu contribuer à surmonter justement ces problèmes-là. Son nom l'indique, c'est une campagne. C'est une campagne d'information, de mobilisation et de sensibilisation. Mais cette campagne s'adresse en particulier aux citoyens qui ont déjà des toilettes, à des citoyens qui vivent dans les villes, des citoyens qui ont un minimum de moyens. Donc vous tous qui êtes ici présents, ça s'adresse aux fonctionnaires, ça s'adresse aux employés du secteur privé, ça s'adresse à ceux qui sont dans l'informel, ceux qui sont dans le secteur formel, ça s'adresse à tous les citoyens qui ont un minimum de moyens, pour que justement eux qui comprennent bien le bien fondé d'avoir des toilettes puissent soutenir leur famille au village, leurs parents au village, à sortir de cette situation qui est indigne de la nature humaine. Cette campagne Faso Toilettes 2017 est parrainée par Madame Sika Kabore, époux du président du Faso, qui n'a pas manqué de lancer un appel vibrant. Se soulager est un besoin primaire de tout être humain. À ce titre, il doit être satisfait dans les meilleures conditions qui garantissent la sécurité, l'intimité, l'aisance et préservent intégralement la dignité de la personne. Je suis profondément révoltée quand je pense aux femmes qui sont obligées d'attendre l'obscurité de la nuit pour pouvoir laisser libre cours à leurs besoins. Je suis davantage affligée pour les femmes enceintes qui n'ont pas d'accès à des toilettes qui leur permettrait d'être à l'aise. Je suis attristée par la situation des personnes du troisième âge qui, à l'instar des femmes enceintes, ne peuvent plus s'accroupir pour se mettre à l'aise et quand elles y parviennent, ne peuvent plus se redresser. Je suis affligée pour le cas des personnes souffrant d'un handicap pour qui se soulager chaque jour constitue un véritable calvaire. Je suis effondrée quand je sais que les hommes, chefs de ménage, courent dans la nature de plus en plus clairsemée pour se soulager alors qu'avec un peu d'accompagnement, ils auraient pu réaliser des toilettes convenables qui assurent la dignité et la sécurité à tous les membres de leur famille. Je lance donc un appel pressant à la mobilisation citoyenne pour qu'avant le 31 décembre 2017, chacun investisse en vue de réaliser des latrines décentes au profit des membres de sa famille évoluant en milieu rural, périurbain ou au profit d'un voisin ou d'un membre de sa communauté. L'accès à des toilettes décentes est une question de santé publique car elle touche tout le monde. Dans un environnement malsain, la maladie ne trie pas entre ceux qui ont des latrines ou ceux qui en manquent, ceux qui ont des moyens ou ceux qui en sont démunis. Nous sommes tous exposés et vulnérables et face à la maladie de la même façon. Construire donc des toilettes pour nous-mêmes ou pour les membres de notre communauté devient un défi important. Réaliser des lieux d'aisance modernes permettant de protéger la dignité des utilisateurs et leur assurant un confort est un défi majeur pour chacun de nous. C'est un devoir de responsabilité personnelle
auquel je vous invite. J'invite chacun d'entre nous à s'engager, et ce, de temps qu'il nous arrive également de nous retrouver dans des situations où nous sommes perturbés en l'absence de WC ou de petits coins. Mesdames et messieurs, honorables invités, la solidarité est un socle qui fonde notre vie en société. À ce titre, je voudrais susciter chez vous un élan de solidarité familiale qui fera date dans l'histoire de notre pays, à travers la construction de toilettes au profit de nos proches et dans toutes les localités où il y a une vie humaine. L'artiste musicien Sana Bob, ambassadeur artistique de la campagne, a donné sa voix pour interpeller les consciences quant au bien-être des toilettes dans chaque famille. Du matériel de haute technologie pour la production de papier hygiénique, des jus, du ketchup, des clous, de l'huile d'arachide, des emballages plastiques, pour ne citer que cela, est désormais une réalité au Burkina Faso. La présence de cet arsenal s'explique par le désir des administrateurs de former de façon pratique la jeunesse burkinabé en proie à un chômage sans précédent. Le contenu du centre, il faudrait dire que c'est un centre dans un centre, comme on dit. D'abord, ce projet centre d'incubation, comme on l'a dit, c'est une pépinière justement d'entreprise. Et la vocation ici, c'est la formation professionnelle qualifiante de courte durée, comme on l'a expliqué, lesquelles formations sont ouvertes à tout le public, peu importe le niveau de qualification, et les spécialités ou, j'allais dire tout simplement, les métiers de formation et c'est des formations qui sont également ouvertes, n'est-ce pas, au monde rural de façon globale. C'est-à-dire que tout le monde, d'une manière ou d'une autre, à l'image d'une autre école, c'est à l'école de s'adapter pour pouvoir transférer ces compétences-là au niveau justement de ceux qui désirent s'auto-employer ou en tout cas diriger une unité de production dans le dispositif manufacturier de façon globale. La durée de la formation, nous estimons ça entre 1 mois et 2 mois au maximum. Et pour tous les métiers que vous aurez constatés à l'intérieur ici, il y en a 19 sous-projets, passant d'abord de l'agroalimentaire, la production, ou j'allais dire des emballages de tout ordre, je dis bien emballage alimentaire, donc biodégradable, et les bouteilles d'emballage. Vous avez également la transformation d'un certain nombre d'articles. On pourrait penser par exemple à la transformation justement de tout ce qui est légumineux en huile. Je pense aux céréales, sésame, l'arachide, etc., etc. Nous avons une section industrielle qui vous produit à peu près 4000 pointes par heure. Et vous avez la visserie, vous avez également une section de réparation de portables, vous avez entre autres justement en agroalimentaire tout ce qui tourne autour de la boulangerie-pâtisserie où nous produisons ici pour une petite unité de moins de 4 millions, nous pouvons produire 400 miches par heure. Environ une cinquantaine de métiers sont appris dans ce centre de formation, mais pour l'heure, seulement 19 sont opérationnels. Soulignons au passage que ce centre a la capacité de former environ 2500 jeunes par an. Il faut former les jeunes, certes, cependant que deviendront-ils à l'issue de leur formation? Les responsables du CFPCI espèrent l'initiative d'un entrepreneuriat privé du côté des jeunes apprenants.
Le centre de formation professionnelle, la centre d'incubation, a reçu un lot de nouveaux matériels de haute technologie destinés à la formation des jeunes de la part de la République de l'Inde. Et Paul Kabatieba est allé toucher du doigt les réalités de l'acquisition de cette technologie de pointe et se dit conquis par ce qu'il a pu voir. Aujourd'hui, j'avoue que je suis vraiment conquis. Je suis conquis pourquoi? Parce que je vois que nos jeunes sont capables de faire des prouesses. Nos jeunes sont capables de maîtriser des technologies complexes, mais en si peu de temps. Je vois qu'également l'expérience qui est développée ici correspond tout à fait à ce que le gouvernement a mis en place comme politique au niveau de la formation professionnelle. C'est la meilleure réponse à l'emploi des jeunes. J'ai toujours dit qu'au Burkina Faso, ce que le gouvernement cherche à faire, c'est de développer l'entreprise privée. Ces jeunes-là, ils vont commencer par de très petites entreprises. Demain, si Dieu le veut, ils vont devenir des moyennes entreprises et après de très grandes entreprises. C'est comme ça qu'il faut faire. Et ensuite, nous allons réaliser ainsi l'articulation magique, ce qu'on appelle la transformation structurelle de l'économie, à travers l'articulation entre l'agriculture et l'industrie. Et ça, c'est ce que j'ai vu aujourd'hui, et c'est l'embryon de cette réalisation-là. La question de l'emploi, l'emploi des jeunes, peut être réglée par la multiplication de ce type d'initiatives. Mais il y a un autre apport qui est encore plus déterminant. C'est la transformation structurelle de notre économie. C'est extraordinaire ce que je vois. C'est tout ce que nous demandons. C'est-à-dire, à partir de nos pôles de croissance, à partir de nos produits agricoles, de nos produits naturels, arriver à faire ce mariage miracle entre l'agriculture et l'industrie. Et c'est ça les bases du développement. Quant aux responsables chargés de mener à bien ce projet de formation, cette visite du chef du gouvernement confirme l'engagement des autorités à les accompagner dans la promotion de l'entrepreneuriat privé des jeunes. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, a eu en tout cas tout le plaisir et l'opportunité, et comme il l'a dit, d'être émerveillé parce qu'il ne s'attendait même pas que ce type de formation existerait au Burkina Faso. Alors, du coup, nous, c'est comme on l'a expliqué, depuis l'arrivée de le ministre de la Jeunesse, la formation professionnelle et l'insertion, la rupture a été choisie comme mot d'ordre. Ça veut dire que désormais, nous travaillons à faire évoluer tout simplement la vision de l'offre de formation vers une vision de demande de formation en ancrage avec les besoins réels du marché de l'emploi. C'est dire que l'école ou le centre devrait être la réponse de qualification justement du marché de l'emploi. Ça ne sert à rien de former pour former. Ici, nous travaillons à sortir des détenteurs de compétences et non des chercheurs d'emploi. Avant de prendre congé de ses ordres du jour, Paul Kabatieba a marqué son passage en laissant quelques notes de satisfaction et d'encouragement à l'endroit des formateurs, des apprenants et du personnel tout entier. 2016 a été une année marquée par des manifestations des centrales syndicales et des syndicats autonomes du Burkina Faso. Compte tenu de l'enjeu, la traditionnelle rencontre gouvernement-organisation syndicale des travailleurs au titre de l'année 2016 a été respectée. Paul Kabatieba, qui préside pour sa toute première fois cette rencontre annuelle, est plutôt optimiste et n'a pas manqué d'interpeller l'unité d'action syndicale à prioriser l'intérêt général. Nous ouvrons cette rencontre annuelle syndicat-gouvernement avec le même esprit d'ouverture, le même esprit de sérénité, le même esprit de compromis, le même esprit de dialogue. Parce que ce qui est en jeu, c'est une question patriotique, c'est un enjeu patriotique. C'est la construction du plan national de développement économique et social qui doit rassembler tous les Burkinabés, sans exclusive. Au-delà des divergences politiques, au-delà des intérêts corporatistes, nous devons, dans l'expression de nos difficultés,
de nos revendications catégorielles, prendre en compte l'intérêt général et la nécessité de construire le Burkina Faso de demain pour nos enfants et nos petits-enfants. Le président du mois des organisations syndicales des travailleurs a quant à lui appelé au dialogue inclusif et sincère et au respect des engagements de 2015. Dans l'UTS, on avait dit qu'on allait essayer de trouver une solution pour que le plus petit gagne, c'est-à-dire un plafonnement en quelque sorte. S'ils le font ça, il n'y a pas de problème. Mais dire qu'ils vont en taxer les impôts là, surtout au niveau des fonctionnaires, etc., c'est pas du tout bon. Or, on s'était concerté. Ils ont envoyé même les membres du gouvernement. On a discuté ensemble, on a trouvé une solution. Ils vont faire le contraire. C'est ça qui nous a pas plu. En plus de ce point qui inquiète les organisations syndicales, d'autres doléances sont à l'ordre du jour. La relecture du Code du travail doit être faite. La loi 081 qui est entachée, c'est bien, mais pas arrivé parce qu'il y a quelques insuffisances à l'intérieur que nous devons discuter. Nous devons discuter aussi sur le plan électricité, la baisse de l'électricité et autres, parce que la vie continue à être chère. Donc, nous pensons que nous allons discuter surtout sur ce plan-là pour trouver des solutions, bien sûr. La rencontre annuelle gouvernement-organisation syndicale des travailleurs a été instituée depuis 2008 au gage de consolidation de la culture de dialogue social en vue de trouver des solutions durables aux préoccupations et aux intérêts tant de la partie gouvernementale que de la partie syndicale. Si tout va bien, un protocole d'accord entre les deux parties devait être signé ce 31 janvier, date de clôture des négociations. L'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, a tenu ce vendredi 27 janvier une assemblée générale dite statutaire, conformément à sa feuille de route précédemment établie. Cette rencontre revêt d'une grande importance pour ces maires, conseillers municipaux venus des 302 communes rurales et 49 communes urbaines que compte le Burkina Faso. C'est une assemblée générale statutaire qui va connaître de la lecture du programme et de son adoption. Les points saillants qui seront abordés autour de cette assemblée, c'est, comme je l'ai dit tantôt, c'est notre programme d'activité. Vous savez que notre association a été mise entre parenthèses dans son fonctionnement normal pendant les périodes de troubles que le Burkina Faso a connues, avec la dissolution des municipalités. Et au sortir des dernières élections, nous avons fait notre congrès il y a 6 mois, c'est-à-dire au mois d'août. Et le congrès nous a fait un certain nombre de recommandations que nous allons mettre en œuvre, notamment un programme d'activité pour faire renaître cette association à travers les différentes régions et adopter enfin le programme d'activité pour la mise en œuvre du programme. Les 6 mois nous ont permis de prendre la mesure déjà de notre association. Il nous a permis également d'élaborer le programme d'activité que nous allons soumettre en plus du budget, que nous allons soumettre à adoption à l'Assemblée générale aujourd'hui. Nous avons également, pendant ces 6 mois, pu renouer à l'international avec toutes les associations qui avaient des relations privilégiées avec l'AMBF. Et donc le bilan est plutôt satisfaisant pour un démarrage. En tout cas, c'est très encourageant pour nous. Après le congrès tenu au mois d'août 2016, un bilan satisfaisant, c'est ce qui découle de la feuille de route antérieurement établie pour les 6 mois écoulés. Des perspectives pour les mois prochains, c'est l'élément clé qui a fait l'objet de cette assemblée générale. Il faut souligner qu'à travers cette association, plusieurs projets de développement ont vu le jour, surtout sur le plan de la formation professionnelle décentralisée. Le 25 janvier 2017, à la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, 2 projets soutenus par l'Union européenne ont été lancés dans le domaine de la décentralisation. Il s'agit d'une part
d'un programme d'appui au développement territorial via l'Association des municipalités du Burkina Faso AMBF et d'autre part d'un programme d'appui à la consolidation de la décentralisation au niveau régional PACDR via l'Association des régions du Burkina Faso ARBF. Il est vraiment utile d'avoir au Burkina Faso deux associations fortes des municipalités d'une part et des régions d'autre part qui vont permettre d'accompagner le travail de chaque collectivité. L'appui de l'Union européenne n'est pas un appui, en l'occurrence, aujourd'hui, uniquement à toutes les régions et à toutes les municipalités. C'est un appui aux associations de municipalités et de régions qui vont permettre d'appuyer toutes les régions et toutes les municipalités. C'est pourquoi ce n'est pas ici qu'on discute des projets, mais c'est plutôt des appuis pour améliorer les outils de management moderne, de la gestion des collectivités territoriales, en se basant sur les expériences réussies, en ayant une claire vision et en diffusant une claire vision de qui doit faire quoi. C'est un outil, c'est un appui sur la méthode et sur les outils qui vont permettre aux deux associations de diffuser dans toutes les collectivités territoriales les meilleures pratiques de gestion et d'administration locale pour le développement local. Le programme financé par l'Union européenne à hauteur de 328 millions de francs CFA sur une période de 2 ans se traduira par des actions telles que l'amélioration du renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles de la MBF qui accompagne la gouvernance locale, ainsi que l'amélioration de la maîtrise d'ouvrages locaux, deux éléments clés qui devront contribuer à la mise en œuvre de la décentralisation pour une gouvernance locale inclusive tenant compte des aspirations des citoyens. Le deuxième projet financé par l'Union européenne à hauteur de 230 millions de francs CFA sur une période de 2 ans également œuvrera à renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de l'ARBF pour mieux accompagner les 13 conseils régionaux. Aujourd'hui, l'AMBF, tout comme l'ARBF, nous avons davantage besoin des différents partenaires pour accompagner les collectivités territoriales et l'État dans l'approfondissement de la décentralisation et surtout l'amélioration de la gouvernance locale et de la cohésion sociale, ceci à travers la réalisation d'actions concrètes sur le terrain. Je souhaite que ce partenariat stratégique qui vient de s'amorcer avec l'Union européenne puisse déboucher sur d'autres collaborations avec les autres partenaires techniques et financiers et impulser une avancée significative du processus de décentralisation dans notre pays. Pour le ministre en charge de la décentralisation qui était présent, il n'a pas manqué de donner des exhortations en vue de la bonne gestion de ce financement. Aux deux responsables des associations, je préfère qu'on le dise ici, haut et fort, c'est de l'argent qui doit être utilisé de manière correcte, un bon père de famille. Il ne faut pas que ça passe dans les perdièmes. Véritablement, je crois que ça va vous donner les moyens d'appuyer les régions et les communes, les 302 communes rurales, plus les 49 communes urbaines, qui sont pour la plupart situées à des centaines de kilomètres de la capitale, où les maires, où les présidents de conseils régionaux ont sérieusement, comme vous l'avez l'un et l'autre dit, des problèmes pour faire bouger les lignes au niveau de ces collectivités. Donc, ce sont des associations qui ont leur autonomie, mais que l'État a bien voulu reconnaître comme des associations d'utilité publique. Constituée de 28 États membres, l'Union européenne n'est pas à son premier geste et aussi elle est déterminée à partager ses réalisations et ses valeurs avec les pays et les peuples au-delà de ses frontières.
Ce lundi 23 janvier 2017, le ministre en charge de l'énergie, Alpha Oumar Dissa, a procédé à l'ouverture de l'atelier du projet d'extension et de renforcement des réseaux électriques PEREL, financé entièrement par la BID, la Banque islamique de développement, à hauteur de 37 millions de dollars. Ce projet que vous avez vu passer au Conseil des ministres il y a quelques jours est un projet dont l'exécution en tout cas a pris une allure en tout cas assez rapide et assez importante. Et aujourd'hui, ce projet est très important pour le Burkina parce qu'il va déjà permettre de renforcer le réseau. Parce que vous savez que notre problème, ce n'est pas uniquement le déficit au niveau de la production, mais il y a également le réseau de transport qui est vétuste. Il faut donc, en fonction donc des villes, pouvoir donc mettre des infrastructures qui peuvent supporter la puissance donc drainée vers ces localités. Vous prenez la ville de Koudougou. Aujourd'hui, nous avons un poste transformateur de 33 kV. Vous savez que 33 kV, c'est vraiment marginal pour une ville comme Koudougou dont la demande est assez forte et qui bientôt va commencer à abriter donc des industries. Donc l'important de ce projet, c'est d'abord ça, renforcer le réseau pour pouvoir permettre de façon conviviale le transport des flux. Et ensuite, le deuxième volet, c'est raccorder les ménages, qui est aussi une autre manche très importante de l'accès à l'électricité. Parce que vous savez que le Burkina a un des taux d'électrification les plus faibles. On est autour de 19% et nous comptons donc améliorer ça de façon substantielle. Voilà. Et donc le projet va permettre de raccorder, en tout cas pour la phase financée par la Banque islamique de développement, de raccorder 35 000 ménages, ce qui n'est pas négligeable. Le plus important ici, c'est qu'il faut savoir que c'est plusieurs actions agrégées qui nous amènent aujourd'hui à croire et en tout cas à se dire que d'ici 2018-2019, la situation de notre en tout cas, système d'exploitation énergétique va beaucoup s'améliorer. Il n'y a pas que ce projet, il y a d'autres projets. Déjà, je vous ai dit que la BID finance un autre projet de 50 MW thermique parce qu'il faut étendre le réseau, comme je vous l'ai dit, mais il faut aussi produire. Dans le système d'exploitation, il y a la production, il y a le transport et il y a la distribution. Donc il faut agir sur les trois segments. Il ne faut pas seulement se concentrer sur un des segments et abandonner l'autre. Et c'est ce que nous essayons de faire. Nous avons des projets pour l'augmentation de la puissance. Vous avez donc la centrale de Kosodo qui va être étendue donc de 50 MW avec la BID. Et avec le même partenaire, nous essayons donc de renforcer le réseau de transport et nous essayons donc d'augmenter le nombre de ménages raccordés, donc, notamment donc les 35 000. Donc on agit avec le partenaire sur les trois segments du système d'exploitation. Et il y a d'autres projets avec d'autres partenaires et nous pensons que c'est cette synergie d'ensemble qui va nous permettre donc d'améliorer la situation de l'électricité au niveau du Burkina. Troisième intervention du genre de cette banque au Burkina Faso, les donateurs pensent ainsi contribuer au développement du pays. On est là donc dans le cadre du lancement du projet de renforcement des réseaux électriques de Bobo Dioulasso et de Ouagadougou. Et comme on l'a dit durant l'atelier, c'est un projet donc qui vise à renforcer l'accès à l'électricité, à permettre donc dès la première année de mise en œuvre du projet d'atteindre l'alimentation au moins de 35 000 personnes. Mais c'est un chiffre qui va connaître à évoluer annuellement d'un taux de 10% par an. Donc c'est un projet qui est important pour la BID. Il constitue la troisième opération de la BID dans le secteur de l'énergie. Après donc depuis 1984, il faut dire que donc la deuxième opération a eu lieu en 2014 et celle-ci donc qui a été approuvée l'année passée vient de connaître donc une étape qui est importante, qui est le lancement. Quant à ceux chargés de la mise en œuvre du dit projet, ils se réjouissent de l'amélioration très prochaine du réseau électrique, surtout au niveau des grandes villes que compte le Burkina Faso. Ce projet n'a pas pour objectif de diminuer les délestages. En fait, ce projet a pour objectif de donner l'électricité à ceux qui ne l'ont pas encore. Comme vous le savez, dans les zones périphériques de Ouagadougou, de Bobo, de Koudougou et d'autres villes,
Et il y a beaucoup de gens qui sont installés depuis plusieurs années, certains même plus de 15 ans, et qui n'ont pas l'électricité. Et vous savez qu'avec les difficultés financières que Sonabel a eues ces dernières années, ces genres d'activités avaient été gelés. Avec le nouveau gouvernement qui a pris à bras le corps, en tout cas, cette préoccupation, on a pu obtenir ce financement-là qui va permettre effectivement de donner l'électricité à une bonne partie de la population. Nous pensons que si tout se passe bien, d'ici 2018, les gens seront sur le terrain pour faire le travail. Un prêt à hauteur de 37 millions de dollars à 25 ans pour solder cette somme. C'est à cette condition que le Burkina Faso mettra à la disposition de plus de 35 000 ménages un réseau électrique à juger assez satisfaisant.